Le 19e siècle a été une période de bouleversement et de défis pour les Noirs aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud où l'esclavage était encore pratiqué. Face à la discrimination et à l'oppression et à la quête de liberté, de nombreux Noirs américains ont cherché refuge en Haïti, la première nation noire libre et indépendante au monde. Cette émigration vers Haïti a été un acte audacieux et significatif dans l'histoire des Afro-Américains. Aux États-Unis, il y a eu pendant longtemps chez les Noirs américains une fascination pour Haïti. Ils avaient une grande admiration pour cette nation libre formée d'anciens esclaves rebelles. Et cet intérêt pouvait tout simplement s'expliquer par le fait que Haïti était ce petit pays où les Noirs étaient libres, alors qu'aux États-Unis, les Noirs subissaient l'esclavage puis la ségrégation. Au cours du 19e siècle, la situation des Noirs en Amérique variait considérablement selon leur lieu de résidence. Dans les États du Sud, l'esclavage était la norme, tandis que dans les États du Nord, de nombreux Noirs étaient libres. Cependant, même les Noirs libres du Nord faisaient face à la discrimination et à la ségrégation raciale. La Révolution haïtienne avait déjà marqué l'histoire comme la première révolte réussie d'esclaves, aboutissant à la création d'Haïti en tant que nation indépendante en 1804. Cette révolution avait inspiré de nombreux Noirs libres aux États-Unis et ailleurs dans le monde, offrant l'espoir d'une vie libre et épanouie. Plusieurs facteurs ont motivé les Noirs libres américains à envisager d'émigrer vers Haïti au 19e siècle. Il y a d'abord la quête de la liberté, l'aspiration à vivre dans un pays où ils ne seraient pas soumis à la discrimination raciale, on va dire à l'oppression et à c'était là une motivation puissante de cette volonté de départ. Il y avait aussi l'influence des mouvements abolitionnistes américains qui ont encouragé l'émigration vers Haïti comme alternative à l'esclavage et à la discrimination persistante qui existait à ce moment-là aux États-Unis. Et enfin, il y avait également les questions de relations internationales. Haïti a cherché à établir des liens diplomatiques avec d'autres nations, y compris les États-Unis, en offrant l'asile aux Noirs américains. Cette relation diplomatique a ouvert la voie à l'émigration. Dès l'indépendance d'Haïti en 1804, certains penseurs et militants noirs américains envisageaient déjà la question d'une émigration en Haïti. Haïti leur renvoyait l'image d'un pays où être noir, libre et citoyen était possible. Et aussi du côté de l'administration américaine, du gouvernement américain et de certains groupes organisés, l'idée de faire émigrer les Noirs américains était très en vogue. Donc, avec la fin du commerce transatlantique et la population noire libre qui était en constante augmentation, les esclavagistes américains et certains politiciens avaient quand même éprouvé quelques craintes. Ils avaient peur d'un renversement de situation, d'une conspiration ou d'une révolution, comme c'était le cas en Haïti. Mais aussi et surtout, ils ne voulaient pas que cette population qu'ils considéraient comme inférieure soit mélangée avec la population blanche américaine. C'est alors qu'on commence à envisager sérieusement la question de déporter les Noirs dans un autre territoire autre que les États-Unis. Il faut savoir que cette question concerne uniquement les Noirs libres. La question ne se posait pas pour les autres, on va dire pour les autres Noirs qui étaient encore, on va dire, en état d'esclavage. Dès le début du 19e siècle, deux territoires sont donc privilégiés pour une émigration des Noirs libres américains. Il s'agit du Libéria et de la République d'Haïti. D'abord concernant le Libéria, en 1822, des Noirs libres américains s'installent dans un territoire de l'Afrique de l'Ouest avec l'aide d'une société américaine du nom de American Colonization Society. Cette société était, on va dire, convaincue que les Noirs américains auraient de meilleures chances à la liberté et à la prospérité en Afrique plutôt qu'aux États-Unis. C'est ainsi qu'est né le Libéria. Et c'est aussi de cette façon que de nombreuses familles noires se sont installées en Afrique de l'Ouest et ont fondé la République du Libéria. La même chose a failli se passer pour Haïti,
on va dire parce que des Noirs américains se sont d'abord eux-mêmes installés en Haïti de leur propre chef, et plus tard, on va le voir, on va dire, avec l'aide du gouvernement américain qui va élaborer un plan, on va dire, pour l'installation des Noirs libres américains en Haïti. Dans le cas du Libéria, c'est l'American Colonization Society, composée en grande partie de Blancs, on va dire tous n'étaient pas abolitionnistes, certains étaient même ségrégationnistes. Ils pensaient que Noirs et Blancs devaient vivre séparément. Donc c'est cette organisation qui a encouragé le départ des Noirs vers l'Afrique afin de diminuer leur nombre aux États-Unis. Tandis que dans le cas d'Haïti, vous allez le voir, ce sont souvent les Noirs eux-mêmes qui ont manifesté le désir de s'y installer. On peut dire que c'était un mouvement plutôt volontaire. Dans cette idée d'encourager les Noirs à coloniser d'autres endroits, tout le monde trouve, on va dire, son compte. Pour les abolitionnistes, c'était la suite logique à leur émancipation. Pour d'autres, guidés par des motivations parfois racistes, c'était une façon de régler ce qu'ils appellent le problème racial. Ils ne voulaient pas tout simplement être mélangés avec des gens qu'ils considéraient comme inférieurs. Mais ce débat de faire émigrer les Noirs libres américains, tout le monde n'était pas d'accord sur le lieu où on devait établir ces gens-là. Pour certains, surtout les Noirs eux-mêmes, Haïti était l'endroit parfait à cause de son climat tropical, mais aussi sa proximité géographique avec les États-Unis. Mais d'autres n'étaient pas d'accord avec l'idée d'éloigner les esclaves libres vers Haïti, pas parce qu'ils voulaient les garder aux États-Unis, non. Au contraire, Haïti était trop près. Ils avaient peur d'une contagion révolutionnaire. Mieux vaut les éloigner loin vers l'Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Libéria a été l'endroit préféré de nombreux organismes et politiciens américains. Mais pour ceux qui préféraient Haïti, surtout les Noirs eux-mêmes, ils commençaient à élaborer leur propre plan d'émigration vers Haïti. En 1818, un jeune Noir libre américain du nom de Prince Saunders part en Angleterre pour ses études. Là, il rencontre des abolitionnistes anglais très engagés dans la lutte pour l'émancipation des Noirs qui lui proposent d'aller en Haïti afin de convaincre le roi Henri Christophe, qui gouvernait alors le nord d'Haïti, pour qu'il accepte de recevoir des immigrés noirs américains. Saunders rentre en Haïti et rencontre le roi Christophe et lui expose sa mission. Christophe accepte, mais à condition que Saunders et ses amis anglais lui envoient des professeurs anglais pour venir éduquer les enfants haïtiens. On connaît l'intérêt du roi Christophe pour l'éducation. À l'époque, il prenait déjà l'école gratuite et obligatoire. On était en 1818. Christophe était tellement enthousiaste qu'il envoie de l'argent à Saunders pour payer par avance le voyage des professeurs recrutés. Il était même disposé à fournir un bateau pour le voyage des migrants. En 1820, Saunders retourne en Haïti pour finaliser le plan avec le roi. Mais c'est le chaos dans le royaume. Christophe est confronté à une insurrection. Malade et à bout de souffle, il se suicide en octobre 1820. Ce qui a mis fin à la concrétisation du plan de Saunders. Et c'est avec Jean-Pierre Boyer que le plan d'émigration des Noirs américains en Haïti va être concrétisé. Après avoir unifié l'île tout entière en envahissant la République dominicaine, Boyer se met à la recherche de main-d'œuvre pour faire prospérer son pays. C'est alors qu'il pense aux Noirs américains libérés de l'esclavage. Un abolitionniste américain du nom de Loring Dewey, qui constate que les Noirs libres de New York ne voulaient pas se rendre au Libéria, entre en contact avec le président haïtien et se propose de l'aider. Les deux hommes entreprennent alors une longue correspondance sur la question de l'émigration des Noirs en Haïti. Boyer se propose de financer l'arrivée des Noirs américains en Haïti, tout en insistant qu'il le fait pour des raisons avant tout humanistes. En mai 1824, Boyer envoie un émissaire haïtien aux États-Unis du nom de Jonathan Granville pour finaliser le plan. Celui-ci devait préciser aux Américains le plan de Boyer.
Dans ses instructions de 19 points, Boyer évoquait largement l'aspect financier de sa proposition et notamment le point 17 précisant le nombre maximum des Noirs américains qu'il souhaitait voir s'installer en Haïti, mais aussi les endroits précis sur l'île qui leur seraient réservés et le type d'emploi qu'ils devraient occuper. C'était surtout des boulots dans l'agriculture, le café, le cacao, etc. Boyer prévoyait de faire venir plusieurs milliers de personnes. L'offre semblait particulièrement intéressante pour les Noirs américains car Boyer offrait aux futurs immigrés, s'ils promettaient de se comporter en bons citoyens, de devenir propriétaires de leur propre lopin de terre. Entre 1820 et 1840, environ 7 000 à 10 000 Noirs avaient émigré en Haïti, mais tous ne sont pas restés longtemps. Quelque temps après leur installation en Haïti, de nombreux immigrés se sont plaints de leur situation. La plupart sont retournés aux États-Unis. En avril 1825, Boyer cesse de financer le programme, estimant que l'argent alloué au programme avait été détourné par un agent américain et le projet s'est arrêté. Fabre Geffrard est arrivé au pouvoir en 1959 et il a repris le programme de Boyer en encourageant les Noirs libres des États-Unis à venir s'installer en Haïti. Dès son accession au pouvoir, il lance une campagne de recrutement auprès de la population noire des États-Unis. Pour cela, le président Geffrard embauche un Américain blanc abolitionniste du nom de James Redpath comme agent spécial du gouvernement haïtien chargé de recruter les candidats à l'immigration. Redpath distribuait des prospectus massivement aux Américains noirs et vantait dans les journaux américains que Haïti, il vendait Haïti comme le paradis des Noirs. Dans son offre, Geffrard présente de nombreux avantages aux volontaires. Le financement du voyage, le logement et la nourriture pendant 8 jours. Le temps qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre logement. Un salaire intéressant et la citoyenneté haïtienne après seulement 1 an de résidence sur l'île pour ceux qui le désiraient. Les immigrés étaient exemptés de service militaire, ils pouvaient pratiquer librement leur religion, ils pouvaient devenir propriétaires d'un petit lopin de terre. Bref, ils avaient exactement les mêmes droits et même parfois plus de droits que les Haïtiens. De nombreux Noirs américains ont répondu à l'appel de Geffrard et ont fait le voyage, mais l'expérience n'a pas été une réussite. Il semble que le gouvernement de Geffrard n'a pas su tenir ses promesses et les mécontents sont retournés aux États-Unis. Mais le projet va être repris avec l'arrivée au pouvoir d'Abraham Lincoln, du côté américain. Abraham Lincoln, je le rappelle, est le président américain qui a fait ratifier le 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui abolit l'esclavage. Mais en tant qu'ancien membre de l'American Colonization Society, l'organisation qui finance et organise, la déportation des Noirs hors du territoire américain, il était pour que les Noirs américains s'émancipent sur un autre territoire autre que les États-Unis. Pour lui, l'Afrique était trop loin, donc l'idée de les faire émigrer en Haïti était l'option la plus intéressante. En effet, au moment où Lincoln devient président, l'émigration volontaire de Noirs libres vers Haïti était très en vogue. Les journaux américains ne cessent de relater des cas de Noirs libres qui se sont rendus d'eux-mêmes en Haïti avec leurs propres moyens. Et l'endroit qui va être retenu en Haïti par Lincoln pour accueillir les Noirs américains, les Noirs libres américains, est l'île à Vache. À l'époque, il y avait un entrepreneur américain du nom de Bernard Koch qui exploitait l'île à Vache. Il avait un contrat de 10 ans avec l'État haïtien pour l'exploitation de l'île. Et c'est avec ce monsieur que l'administration de Lincoln va élaborer le plan d'émigration des Noirs américains. Mais ce Bernard Koch était en fait un escroc. Il s'est octroyé le titre de gouverneur de l'île à Vache et promet aux Américains de prendre en charge tous les besoins des déportés à part le transport qui serait à la charge du gouvernement américain. En avril 1863, un navire américain quitte les États-Unis pour Haïti avec à son bord 500 passagers, accompagnés bien sûr de Bernard Koch. Arrivé sur l'île, Bernard Koch instaure une sorte de gouvernement tyrannique. Il maltraite les Noirs, les dépouille de leurs biens et de leur argent.
Les immigrés vivaient dans des logements de fortune et dormaient à même le sol. Il leur a vendu à des prix exorbitants la nourriture que le gouvernement américain, on va dire, a mis à leur disposition gratuitement. Certains portaient encore les mêmes vêtements des mois après leur arrivée. D'autres ont dû fuir pour échapper à la tyrannie de Koch. En juillet 1863, des Noirs américains se rebellent. Pris de panique, Koch prend la fuite et se réfugie au Caire. Après cette expérience, les survivants qui restaient, on va dire ils étaient au nombre de 300 environ, demandent à retourner aux États-Unis. En 1864, un navire américain les a rapatriés aux États-Unis. C'est ainsi qu'a pris fin le projet de Lincoln de colonisation d'Haïti par les Noirs américains. À la suite de cet échec, le Congrès américain a mis définitivement fin à son programme d'aide financière à l'installation des Noirs libres en Haïti. Mais les Noirs américains eux-mêmes continuaient d'avoir de l'estime pour Haïti. Mais le pays n'apparaissait plus à leurs yeux comme la terre promise. La plupart d'entre eux tournaient désormais la page. Ils ne voulaient plus s'expatrier. Ils voulaient leur place aux États-Unis afin de s'intégrer pleinement dans la nation américaine. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est qu'un grand nombre de Noirs, en fait, de Noirs américains à cette époque-là, qui partaient en Haïti et qui sont restés. Ils partaient de leur propre chef avec leurs propres moyens. Bien sûr, mis à part ceux qui, qui étaient aidés par les gouvernements haïtiens ou les gouvernements américains. À l'époque, beaucoup de jeunes Noirs libres, idéalistes, sont partis en Haïti et ne sont pas retournés aux États-Unis. Mais on ne dispose malheureusement pas de statistiques officielles sur leur nombre ni sur leur répartition géographique en Haïti. Quoi qu'il en soit, Haïti n'est peut-être plus aujourd'hui un lieu d'émigration enviable pour les Afro-Américains, mais je suis sûr qu'Haïti reste et demeure à leurs yeux un symbole fort en ce qui concerne l'émancipation des Noirs en dehors du continent africain. D'ailleurs, les grands leaders noirs américains comme Frederick Douglass continuaient à cette époque-là d'entretenir, des liens étroits et intimes avec Haïti. Cela sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette question, je vous conseille le magnifique ouvrage de Claire Bourris Mariotti, L'Union fait la force, les Noirs américains et Haïti 1804-1893, qui traite en détail de toutes ces questions. Si vous aimez en savoir plus sur l'histoire et la culture haïtienne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne Haïti Inter. Merci et à bientôt.